Je donne de suite la parole à Bruno Anglaise-Doria. Merci. Merci Emmanuel Hirsch, merci Madame, votre témoignage tout à fait passionnant. Nous sommes réunis au ministère des Affaires sociales et de la Santé pour débattre des vulnérabilités partagées. Je ne vais pas être trop long, je voudrais m'en tenir à 3 convictions qui sont à la racine de la démarche de notre fondation, qui, comme vous le savez, vise une meilleure prise en compte des personnes malades par notre société. Et donc, je souhaiterais vous faire partager, si possible, ces 3 convictions essentielles. La première conviction, c'est que la maladie d'Alzheimer ne fait pas perdre aux personnes leur dignité. Trop souvent, on utilise des formulations ambiguës. Nous disons qu'il faut rendre leur dignité aux personnes malades, qu'il faut promouvoir ou préserver leur dignité, comme si la dignité était une caractéristique qui pouvait se perdre, comme si c'était quelque chose que la maladie pouvait menacer, amoindrir, voire annihiler. Or, nous avons parfois tendance à l'oublier, la dignité d'une personne humaine ne peut pas se perdre. Elle a un caractère absolu, intangible. Elle est caractéristique, intrinsèque de l'être humain. Elle est, à cet égard, inentamable. Par conséquent, le problème n'est pas de savoir comment préserver ou restaurer la dignité des personnes malades, mais comment développer des comportements et des attitudes respectueuses de cette dignité. On pourra considérer qu'il s'agit là un peu d'un point de détail, une question de mots, d'un problème mineur de vocabulaire. Je crois au contraire que nous nous fourvoyons lorsque nous nous laissons aller à utiliser ces expressions. Car, je me répète, nous laissons entendre par ces expressions ambiguës que la dignité des personnes pourrait être amoindrie, voire annihilée par la maladie. À mon sens, ces expressions sont en réalité profondément délétères, car elles alimentent subrepticement l'idée que les personnes malades ne seraient plus tout à fait des personnes à part entière, qu'elles ne feraient plus tout à fait partie de la communauté des êtres humains, et elles peuvent conduire, ces formulations hâtives et non réfléchies, elles peuvent conduire à suggérer que l'humanité d'une personne se mesure à l'aune de la maîtrise qu'elle a de ses capacités cognitives ou relationnelles. Par conséquent, à nos yeux, cette vigilance en matière de vocabulaire, cette rigueur sémantique est avant tout une forme de rigueur éthique. En d'autres termes, le problème de la dignité n'est pas le problème de la dignité des personnes malades, c'est le problème de la dignité du comportement de l'entourage des personnes malades. Le problème de la dignité dans le monde d'Alzheimer, c'est nous qui la portons, ce ne sont pas les personnes malades. C'est une conviction profonde et qui, quand on s'y attache un peu, est porteuse de choix assez clairs dans le comportement et l'expression. Notre deuxième conviction sur le sujet des vulnérabilités partagées est que nous avons parfois tendance à envisager les choses de manière, on l'a dit, le professeur Ancry vient de le dire, de manière excessivement pessimiste, et qu'au lieu de regarder le verre comme largement vide, comme tout le monde nous y incite, nous devrions apprendre, je pense, à le regarder comme encore partiellement plein. Et je ne crois pas, en disant cela, faire preuve d'angélisme, d'un optimisme béat ou d'irénisme, comme on dit. En disant cela, je ne veux pas, bien sûr, en aucune façon minimiser les difficultés considérables que rencontrent les personnes malades et leurs proches aidants, ni relativiser la dureté de la tâche des professionnels de première ligne qui, chaque jour, sur le terrain, œuvrent pour maximiser autonomie et qualité de vie des personnes malades. Les études que nous menons à la Fondation Médéric Alzheimer et les initiatives locales que nous soutenons nous rappellent l'ampleur de la tâche qui est devant nous et les problèmes complexes et difficiles auxquels doivent faire face tous les jours aussi bien les personnes malades que leurs aidants, qu'ils soient professionnels, familiaux et bénévoles. Néanmoins, à nos yeux, le verre est encore partiellement plein et cela nous donne des motifs d'espoir et nous permet d'être raisonnablement optimistes. Je pense que le témoignage de Madame en est l'illustration la plus frappante et que mon discours pèse peu à côté de son témoignage. Ainsi, les personnes malades perdent certes progressivement certaines de leurs capacités. Oui, certes, mais elles ont aussi des capacités rémanentes sur lesquelles il est possible, nous le savons,
au moins pendant un temps, et une durée qui peut être longue, de s'appuyer. Les nouvelles thérapeutiques médicamenteuses que nous espérons depuis le début des années 2000 se font attendre, certes, mais dans la même période, il a été montré que les interventions non médicamenteuses, qui s'appuient justement sur ces capacités rémanentes, peuvent significativement améliorer la qualité de vie des personnes malades, et que le problème est de les généraliser, d'en généraliser la pratique. Enfin, troisième exemple, le nombre de personnes concernées ne cesse d'augmenter du fait de l'avancée en âge d'un nombre croissant de personnes. Certes, mais comme on le lit partout maintenant dans la presse, un certain nombre d'études montrent qu'au cours des dernières années, le pourcentage de personnes malades dans une même classe d'âge a diminué. En d'autres termes, même si en chiffre absolu, les personnes âgées, les personnes malades sont plus nombreuses que chaque année, il y a des signes forts que le risque statistique de développer la maladie est en train de diminuer, même si, encore une fois, il y a de nouveaux malades chaque année. C'est une nouvelle importante qui suggère que si nous ne parvenons pas à guérir la maladie d'Alzheimer, nous sommes peut-être en train d'apprendre à retarder l'expression de ces symptômes. Donc un regard plus optimiste, plus confiant, on peut faire bouger les choses et nous avons de vrais motifs d'espérance. Notre troisième conviction que je souhaiterais vous faire partager, c'est peut-être la moins facile, est que pour relever les défis qui sont devant nous et pour construire les réponses de demain, deux vertus nous semblent indispensables et dans tous les domaines. Une sollicitude éthique et une grande rigueur scientifique. Nous devons certes faire preuve de compassion, d'engagement, de solidarité, mais aussi d'expertise et d'exigences fortes en matière éthique et scientifique. Ces standards scientifiques et éthiques exigeants, il convient qu'ils soient partagés par tous, par les chercheurs en sciences humaines, par la recherche psychosociale, mais aussi par la recherche biomédicale. Et dans tous ces domaines, il me semble que nous pouvons encore progresser. À titre d'exemple, j'observe qu'il y a 2 jours, un grand quotidien du matin s'exprime ainsi et il continue dans cet article d'être écrit que la maladie d'Alzheimer, je cite, se caractérise notamment par l'accumulation dans le cerveau de plaques amyloïdes qui entraînent la mort des neurones. Or, de nombreuses études ont montré que la présence de dépôts amyloïdes dans le cerveau n'est ni nécessaire ni suffisante pour causer la maladie d'Alzheimer. Ne serions-nous pas beaucoup plus rigoureux scientifiquement et éthiquement si nous apprenions à dire plus modestement que la maladie d'Alzheimer est le plus souvent associée à la présence de dépôts amyloïdes dans le cerveau. Ceci pour illustrer la conviction qu'il y a des progrès à faire dans la rigueur du raisonnement et dans la rigueur de l'information qui est donnée au public. En un mot, et pour conclure, il me semble que si notre visée commune est de respecter la dignité inaliénable des personnes malades, si nous faisons preuve d'un optimisme raisonnable, et si nous nous imposons tous des standards éthiques et scientifiques exigeants, voire plus exigeants, alors, même si cela nécessitera du temps et des moyens, nous serons mieux à même de changer le regard sur la maladie d'Alzheimer et sur les maladies apparentées et de relever ainsi le défi exemplaire de solidarité que ces maladies représentent pour notre société. Je vous remercie. Merci.